Je pliais le linge dans le salon quand j'ai entendu le cri. Ce n'était pas l'un de ces hurlements de colère que les enfants lancent lors d'une chute de sucre. C'était aigu, paniqué, réel. Mon fils de 5 ans, Mason, jouait dans la cuisine avec son jus d'orange pendant que ma sœur Rachel le surveillait. Du moins, c'est ce que je pensais. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'ai lâché la serviette, le cœur battant, et j'ai couru. Ce que j'ai vu m'a glacé. Mason était recroquevillé en boule sur le sol, ses petits bras couvrant sa tête. Rachel se dressait au-dessus de lui, une ceinture en cuir pendant de sa main comme si c'était une extension de sa rage. Sa tasse s'était renversée, du jus partout, mais tout ce que je pouvais voir était la marque rouge fraîche qui fleurissait sur son dos. « Rachel !» ai-je crié, arrachant la ceinture de sa main. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Elle n'a pas bronché. Elle n'avait même pas l'air désolée. Il a manqué de respect à ma cuisine. Il a versé du jus partout sur mes sols propres et il a ri. Il a 5 ans, ai-je crié. Il ne l'a pas fait exprès. Rachel a levé les yeux au ciel et croisé les bras. Les enfants ont besoin de discipline, Emma. Pas de tes bêtises de parentalité douce. Tu le chouchoutes comme si c'était une poupée. Pas étonnant qu'il soit gâté. Je tremblais. Je me suis agenouillée à côté de Mason, qui pleurait silencieusement dans ses petits poings. Tout va bien, bébé. Maman est là, ai-je chuchoté, le tirant sur mes genoux, le protégeant. Rachel a ricané à nouveau et est sortie de la cuisine comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas juste fouetté une ceinture sur la peau d'un enfant de 5 ans. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais le pire, nous séjournions chez mes parents. Temporairement. Après mon divorce, je n'avais nulle part où aller. Mon ex avait tout pris, et la bataille judiciaire avait épuisé le peu que j'avais. Alors quand ma mère a proposé de nous laisser rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je me remette sur pied, j'ai dit oui. Je n'avais aucune idée de ce que ce oui allait me coûter. Plus tard ce soir-là, je me suis assise en face de ma mère dans la salle à manger sombre. Mason dormait à l'étage, son petit visage gonflé de larmes. J'ai tout exposé, tout. Je l'ai supplié de voir la vérité. Mais au lieu de l'indignation, elle a siroté son vin et a dit « Emma, tu exagères toujours. Rachel n'est pas parfaite, mais c'est ta sœur. » Elle ne le pensait pas. Elle l'a frappée, ai-je dit, gardant à peine ma voix stable, avec une ceinture, plusieurs fois. Ma mère a haussé les épaules. Et alors? C'est comme ça que nous vous avons élevés, les filles. Tu t'en es bien sortie. Non, ai-je chuchoté. J'ai passé des années en thérapie pour me sentir à nouveau comme un être humain. Elle a soupiré comme si je l'épuisais. Ne fais pas d'une montagne d'une taupinière. Si tu appelles la police, tu vas ruiner sa carrière. Elle vient d'obtenir ce poste d'enseignante. Elle est enfin stable. Mon sang s'est glacé. Tu te soucies plus de son travail que de ton propre petit-fils. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Le silence disait tout. Le lendemain, Rachel a fait comme si rien ne s'était passé. Elle a même apporté à Mason un nouveau camion jouet, souriant comme si cela effaçait les ecchymoses sur sa colonne vertébrale. J'ai gardé mes distances, mais à l'intérieur je me défaisais, déchiré entre survie et justice. Cette nuit-là, Mason s'est réveillé en pleurant, serrant sa couverture et disant « Je serai sage, maman. S'il te plaît, ne laisse pas Tati me faire mal encore. » Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai su alors, peu importe à quel point j'étais fauchée, peu importe combien de ponts je devais brûler, j'allais nous sortir de là. J'ai attendu le matin, emballé tout ce que nous possédions dans 3 sacs poubelles et un panier à linge. Alors que je le chargeais dans ma vieille Corolla, ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés. « Tu fais une erreur », a-t-elle lancé. « Ne viens pas pleurer quand tu seras à nouveau sans abri. » Je ne me suis même pas retournée, car je n'avais plus rien à perdre. Le motel sentait l'eau de Javel et la tristesse. Cette première nuit après avoir quitté la maison de mes parents, Mason et moi nous sommes blottis dans un lit simple, le bourdonnement de l'enseigne au néon vacillant à travers les stores poussiéreux. Je l'ai tenu serré pendant qu'il dormait, grimaçant chaque fois que son petit corps bougeait et touchait les marques sur son dos. Je ne pouvais pas me permettre grand-chose, juste assez pour une semaine. J'avais 317 $ sur mon compte, 2 paires de vêtements propres, et un enfant qui sursautait maintenant quand quelqu'un élevait la voix. Mais j'avais aussi autre chose.
La colère. J'avais vécu toute ma vie sous la version de la discipline de ma famille. Des gifles qui piquaient, des mots qui restaient. Un favoritisme si flagrant qu'il laissait des cicatrices plus profondes que les ecchymoses. Mes parents adoraient Rachel. Son sourire poli, son charme répété, sa capacité à manipuler n'importe qui pour qu'il pense qu'elle était innocente. Mais elle ne l'était pas. Elle était dangereuse. Et j'avais laissé ce danger toucher mon fils. Plus jamais. J'ai passé les jours suivants à postuler à chaque emploi à distance de marche. Mason coloriait dans la Bible du motel pendant que je faisais des appels à froid, remplissait des formulaires, et promettait silencieusement que les choses iraient mieux. J'ai décroché des quarts de nuit dans une épicerie 24 heures sur 24 pour réapprovisionner les étagères. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Je n'ai dit à personne où nous étions. Même pas à Brianna, ma meilleure amie, parce que je savais que ma mère l'appellerait, nous trouverait, essaierait de me culpabiliser pour revenir à la maison. Il l'appelait toujours maison quand il voulait quelque chose. 2 semaines plus tard, j'ai décroché un deuxième emploi en transcription à distance. Je m'asseyais dans le hall du motel sur leur ancien ordinateur pendant 6 heures par nuit, tapant à travers des enregistrements audio de tribunal crépitant avec Mason dormant à côté de moi dans une forteresse de couverture faite de chaises de hall. Mais la justice brûlait derrière mes yeux. Je n'allais pas laisser tomber. J'ai tout documenté. Des photos des ecchymoses de Mason. Un mémo vocal de la nuit où il s'est réveillé en pleurant. Des textos que j'avais envoyés à ma mère. Ceux où elle disait « Tu exagères tout. Ta sœur le corrigeait juste. » Et puis vint le point de bascule. Un appel des services de protection de l'enfance. Je n'avais pas encore signalé Rachel, mais quelqu'un l'avait fait. Un signalement anonyme. Quand l'assistante sociale est arrivée au motel, j'ai paniqué. Je pensais qu'ils étaient là pour prendre Mason. Mais à la place, elle a dit doucement « Nous avons reçu un signalement de violence physique. Souhaitez-vous déposer une plainte officielle ?» J'ai hoché la tête et ouvert le dossier que je construisais depuis la nuit où nous étions partis. Ce n'était plus seulement une question d'ecchymose. C'était une question du système qui laissait des gens comme Rachel et ma mère se cacher derrière la société polie et appelait ça de la discipline. J'ai tout donné à l'assistante sociale. Je lui ai même raconté comment Rachel m'avait une fois tiré par les cheveux dans les escaliers quand nous étions enfants et comment ma mère m'avait dit que c'était de la rivalité fraternelle. L'enquête a commencé. Ma mère a essayé d'interférer presque immédiatement. Elle m'a appelé d'un nouveau numéro, a dit que j'étais encore dramatique et que Rachel pourrait perdre sa licence d'enseignement. Elle devrait, ai-je répondu. Tu détruirais la vie de ta propre sœur pour une petite fessée. Non, ai-je dit. Pour agression. Sur un enfant de 5 ans. Puis je l'ai bloqué. Les semaines qui ont suivi ont été tendues. Rachel a essayé d'appeler, d'envoyer des textos, même d'envoyer des emails qui disaient des choses comme « Je suis désolée que ça ait dégénéré. Tu sais à quel point l'enseignement est difficile. » Elle essayait de construire une trace de remords. J'ai transféré chaque message au service de protection de l'enfance. Puis vint l'audience du tribunal. Elle pensait que je ne me présenterais pas. Elle pensait que j'étais toujours cette petite sœur effrayée et silencieuse qui reculait toujours. Mais cette fois, j'ai apporté une avocate, mon assistante sociale des services de protection de l'enfance, ma documentation, et le pédiatre de Mason qui avait confirmé que les ecchymoses n'étaient pas accidentelles. Rachel était assise là en perles et en prétention, tamponnant ses yeux comme si elle était la victime. Ma mère était assise derrière elle, les bras croisés, me lançant des regards noirs tout le temps. Mais rien n'a fonctionné. Le juge a statué en ma faveur. Rachel a reçu une ordonnance restrictive et a été signalée au conseil scolaire. Elle a perdu son emploi 2 semaines plus tard. Ma mère a crié au téléphone que j'avais ruiné la famille. Mais en vérité, je l'avais sauvée. 2. Je n'ai pas pleuré quand j'ai reçu l'ordonnance du tribunal. J'ai pleuré quand Mason a de nouveau souri. Un vrai sourire. Le genre qu'il n'avait pas porté depuis des semaines. 2 ans ont passé. 2 longues années épuisantes de guérison. Mason a commencé la maternelle dans une nouvelle école avec des enseignants qui comprenaient l'encouragement doux au lieu de la peur. Il sursautait encore quand il entendait des ceintures claquer à la télévision, mais il ne se réveillait plus en sueur froide. J'ai obtenu un petit appartement avec une cour inégale et un évier qui fuit, mais c'était à nous.
Il a peint la boîte aux lettres en rouge avec son nom en lettres tordues et chaque fois que je l'ouvrais, cela me rappelait le chemin parcouru depuis ce hall de motel. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Jusqu'au jour où ma mère s'est présentée à mon travail. Je dirigeais une petite bibliothèque locale à ce moment-là, enfin debout et faisant un travail que j'aimais. Je réorganisais le coin des enfants quand j'ai vu son reflet dans la vitre. Vieilli, amer, enveloppé dans un châle de créateur, contrefait comme s'il détenait encore du pouvoir. Je n'ai même pas bronché. « On peut parler ?» demanda-t-elle, les yeux fuyants comme ceux d'une voleuse. « Je suis au travail. » ai-je dit sans me retourner. « Je suis ta mère. »« Non. » ai-je dit, calme mais froide. « Tu étais la mère de Rachel. J'étais juste quelqu'un que tu as élevé pour être silencieuse. » Elle a ricané, s'est approchée. « Rachel ne va pas bien. Elle a tout perdu. Sa maison. Ses amis. Elle boit maintenant. C'est toi qui as fait ça. »« Non, » ai-je dit à nouveau, cette fois en lui faisant face. Elle se l'est fait à elle-même. J'ai juste arrêté de couvrir pour elle. Ses yeux se sont plissés. Nous avons perdu notre réputation à cause de toi. Vous avez perdu votre masque. Elle s'est arrêtée, puis a adouci sa voix. Mason mérite de connaître sa tante. La famille, c'est la famille. J'ai penché la tête. Tu sais ce que Mason a dit quand je lui ai dit que Rachel n'était pas autorisée à le voir. Elle a cligné des yeux. Quoi? Il a dit bien. Je ne veux pas que la dame à la ceinture s'approche de moi. Le visage de ma mère s'est tordu. Pendant une seconde, la vraie elle a fait surface. Celle qui avait l'habitude de claquer les portes et de dire que j'avais de la chance d'avoir un toit sur ma tête. Mais ensuite, ça s'est amélioré. Une semaine après cette visite, j'ai reçu une lettre par la poste. Écrite à la main par Rachel. « Je te pardonne », disait-elle. « Pardonne-moi. » La lettre divaguait sur la difficulté de sa vie depuis l'incident. Comment la révocation de sa licence était trop extrême et comment elle espérait que je dépasserais la rancune. Alors j'ai répondu. Une phrase. Le pardon sans responsabilité n'est que de la manipulation maquillée. Je l'ai envoyé sans adresse de retour. Mais le karma ne s'est pas arrêté là. Le même district scolaire qui l'avait licencié m'a contacté pour parler lors d'une conférence annuelle sur la sécurité des parents. Apparemment, quelqu'un avait partagé mon discours du tribunal en interne. J'ai donné une conférence intitulée « Quand la famille est le danger ». Mon nom a commencé à circuler. Une organisation à but non lucratif m'a offert un poste pour diriger un petit programme de subvention pour les survivants de violences familiales. J'ai dit oui, et j'ai créé quelque chose de nouveau. Le projet Mason. Un petit centre de ressources où les enfants pouvaient signaler la violence familiale sans crainte. Anonyme, sûr et protégé. 1 an après, la ville nous a accordé un financement pour l'expansion. La cérémonie d'inauguration était prévue pour un chaud matin de printemps. Mason portait un petit costume. Je portais un blazer bleu marine et un cœur qui ne tremblait plus. Le maire m'a tendu les ciseaux. Je me suis tournée vers la foule et j'ai remercié les personnes qui croyaient aux secondes chances, à la justice et à la guérison. Et puis je les ai vus. À l'arrière. Ma mère. Seule. Pas avec Rachel. Pas avec personne. Juste une ombre d'elle-même. Elle n'a pas fait signe. Elle a juste regardé. Je ne l'avais pas invitée, mais je n'ai pas arrêté la cérémonie non plus, parce que ce jour-là n'était pas pour elle. C'était pour chaque enfant à qui on avait dit « ce n'est pas grave », tout en soignant des blessures que personne ne voulait voir. C'était pour Mason, qui riait maintenant sans peur. C'était pour moi, qui enfin, après une vie de silence, avait parlé assez fort pour être entendu. Alors que la foule applaudissait et que les caméras flashaient, j'ai chuchoté une chose à moi-même. « Tu as survécu. Et c'est ce qui comptait. Pas la vengeance. Pas la revanche. Mais se relever du feu sans le laisser te consumer. Ma sœur a battu mon enfant avec une ceinture. Ma mère a ri. Mais j'ai construit quelque chose de plus fort que leur cruauté. Un avenir. Une voie. Un héritage. Et surtout, un endroit sûr pour ceux qui n'en avaient aucun. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.